Quand j'ai dit à ma tante que j'avais hâte au mariage de mon frère le lendemain, elle a répondu, c'était la semaine dernière. Un mois plus tard, ils ont supplié de rester dans la maison du lac, j'ai dit non. L'album de mariage est ouvert sur la table basse de tante Maxine, un monument brillant de trahison. Je reste figé, mes doigts picotant d'engourdissement tandis que je contemple mon frère Nolan, rayonnant aux côtés de sa nouvelle épouse, le même frère dont le mariage est censé avoir lieu demain. Élise, ma chérie. Je croyais que tu savais. La voix de tante Maxine vacille derrière moi, chargée de quelque chose de pire que la pitié, la culpabilité. Le cadre en cristal soigneusement emballé m'échappe des mains. Le verre brisé résonne dans le salon comme une manifestation physique de ce qui se passe en moi. Des éclats jonchent le parquet. Captant la lumière du soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres en bail. Ce n'est pas possible. Ma voix sonne étrange, lointaine. J'ai l'invitation juste ici. Je fouille dans mon sac à main, extrayant la tique enveloppe crème avec mon nom en calligraphie élégante. Regarde, le 15 juin. Demain. Tante Maxine prend l'invitation dans ses mains tremblantes. Ses lunettes de lecture perchées au bout de son nez. Oh, Élise. Sa voix se brise. Le mariage a eu lieu le week-end dernier. Ils t'ont envoyé la mauvaise date. Exprès. La pièce tangue légèrement. J'avais pris un jour de congé de mon poste de direction marketing pour me préparer. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau parfait, la bonne robe. À répéter ce que je dirais aux membres de la famille qui reconnaissent à peine mon existence. Comment peuvent-ils être si cruels? Ta mère. Tante Maxine hésite, puis redresse les épaules. Ils ont décidé que ce serait plus simple si tu n'étais pas là. Le souvenir de la réception de cette enveloppe me revient, debout à ma boîte aux lettres. Le soleil attrapant le gaufrage doré tandis que je passais mes doigts sur mon nom. Le battement d'espoir dans ma poitrine. Peut-être que cette invitation signifiait guérison. Peut-être qu'il me voulait enfin là. Je me souviens du dîner de famille il y a 2 mois, lorsque Nolan a annoncé ses fiançailles. La façon dont ses yeux ont balayé la pièce. Se connectant avec tout le monde sauf moi. Pourtant, j'avais souri, félicité, fin de ne pas remarquer. Ce week-end-là, j'avais conduit dans 3 magasins différents à la recherche de la robe parfaite. Quelque chose d'élégant mais pas voyant. Quelque chose qui disait que j'appartenais à leur milieu. La vendeuse avait commenté mon sourire radieux alors que je me tenais devant le miroir, le cœur léger d'espoir. Je m'agenouille maintenant, rassemblant soigneusement les éclats de cristal brisés. Quand tante Maxine bouge pour aider, je secoue la tête. Laissez-moi. Mes mains tremblent, mais ma voix a retrouvé sa fermeté. Ils m'ont toujours traité comme si j'étais invisible. Maintenant, ils l'ont officialisé. Pour une fois, je ne cherche pas d'explication pour adoucir ce qu'ils ont fait. Je ne crée pas d'excuses pour leur cruauté. Quelque chose change en moi. Une plaque tectonique qui se libère enfin après des années de pression. Je me tiens plus droite, rencontrant le regard larmoyant de tante Maxine. Je me suis disputée avec ta mère à ce sujet. Tante Maxine dit, se tordant les mains. Je lui ai dit que c'était mal, cruel même, mais elle a passé outre. Elle a dit que tu ne ferais que soulever des sujets inconfortables. Poser des questions embarrassantes. Je ris presque. Des sujets inconfortables comme les milliers de dollars que j'ai discrètement canalisés pour éviter la saisie de la maison du lac par ma société holding. Des questions embarrassantes comme pourquoi les échecs commerciaux de mon frère sont toujours pardonnés tandis que mes succès sont ignorés. J'ai passé des années à essayer de gagner ma place dans cette famille. J'ai enveloppé les morceaux brisés dans le papier cadeau, le motif festif semblant maintenant être une autre moquerie. Je pensais que si j'accomplissais assez, si j'aidais assez, il me verrait enfin. Tante Maxine tend la main pour prendre la mienne, sa peau parcheminée froide contre la mienne. Certaines personnes ne peuvent pas voir ce qui est juste devant elles, Élise. Pas ne veulent pas, ne peuvent pas. La prise de conscience silencieuse s'installe en moi. Aucun accomplissement ne suffirait jamais. Aucun sacrifice ne les ferait vraiment me voir. J'ai essayé de gagner ce qui aurait dû être donné librement, et ce faisant, je leur ai permis de déterminer ma valeur.
Je regarde à nouveau l'album, tous ces visages souriants célébrant sans moi. Mon absence était si complète qu'ils n'ont même pas eu besoin de méditer. Ils avaient fait leur choix bien avant ce mariage. Peut-être était-il temps que je fasse le mien. Et je le ferai. Je montrerai à ma famille qui je suis. Je ne serai plus invisible. Le lendemain, le volant semble glissant sous mes paumes tandis que je me dirige vers l'allée circulaire de mes parents. Leur maison de style Tudor se dresse fièrement contre le ciel de l'après-midi. Ses manucurées et ses fenêtres étincelantes ne trahissant rien de la trahison intérieure. Je coupe le moteur mais reste assise, regardant par la fenêtre en bas tandis qu'il se prélasse dans le salon, entouré de photos de mariage. Le rire de ma mère flotte par la fenêtre entr'ouverte. Le même son délicat et tintant que j'ai passé des décennies à essayer de gagner. Mon père est recroquevillé dans son fauteuil inclinable en cuir, plus détendu que je ne l'ai vu depuis des années. Et Nolan, mon frère enfant d'or, se tient près du manteau de cheminée, tenant un grand portrait de mariage, sa voix portant clairement à travers la pelouse. La meilleure décision que nous ayons prise est de nous assurer qu'elle ne soit pas là pour tout gâcher comme toujours. Une vague de nausée monte tandis que je serre le cadre de la porte. Les jointures blanches contre le bois poli. Il continue de rire, feuilletant les pages de l'album, complètement inconscient de ma présence. 3 minutes passent avant que ma mère ne me remarque debout dans l'entrée. Son verre de champagne disparaît derrière une photo encadrée d'argent avec une subtilité habituelle. Élise. Pas une question, pas une salutation, juste la reconnaissance d'une intrusion inattendue. Le mariage a eu lieu le week-end dernier. Ma voix sonne plus stable que je ne me sens. Vous m'avez envoyé la mauvaise date, exprès. Nolan ne lève même pas les yeux de l'album. J'avais besoin d'un jour parfait sans toi. La simplicité de sa déclaration me frappe plus durement que n'importe quelle défense en colère n'aurait pu le faire. Pas de déni, pas de prétexte. Tu as toujours perturbé notre paix, Élise. Mère ajuste son collier de perles, une habitude nerveuse d'enfance. Ne peux-tu pas comprendre que nous avions besoin d'une occasion spéciale sans ton intensité? Père reste silencieux dans son fauteuil inclinable, les yeux baissés, étudiant ses mains comme si elles détenaient des secrets que lui seul pouvait déchiffrer. Son silence en dit long. Une approbation tacite enveloppée dans la lâcheté. Je pénètre plus loin dans la pièce, remarquant comment ils occupent les sièges confortables tandis que je reste debout. La représentation physique de notre dynamique familiale ne pourrait pas être plus claire si elle avait été mise en scène par un metteur en scène théâtral. J'ai investi des milliers de dollars dans les réparations de la maison du lac par l'intermédiaire de ma société holding. La déclaration plane dans l'air entre nous. Pensiez-vous que je ne le découvrirais pas et que vous continueriez à dire à tout le monde qu'elle vous appartient toujours entièrement? Mère agite sa main avec dédain. C'est ce que font les enfants qui réussissent, ils aident leurs parents. C'est votre obligation. Jouez avec vos petits tableurs de marketing pendant que le reste d'entre nous a de vraies carrières. Nolan sourit, lançant l'album sur la table basse avec un droit dédaigneux. Papa a construit quelque chose de tangible. Je crée des visions architecturales. Qu'est-ce que tu fais d'autre que de l'argent? Leurs mots cristallisent une vérité que j'ai passé des années à éviter. Pour eux, je ne suis pas une fille ou une sœur, mais une ressource. Un guichet automatique aux émotions gênantes qu'ils préféreraient ne pas reconnaître. J'aperçois mon reflet dans le miroir orné au-dessus de la cheminée. La femme qui me regarde semble diminuer d'une manière ou d'une autre, les épaules légèrement courbées vers l'intérieur, la tête penchée dans une posture perpétuelle d'excuse. Depuis quand cette étrangère vit-elle en moi? Cette femme formée pour se faire plus petite à chaque réunion de famille, pour parler plus doucement à chaque dîner de fête. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que vous semblez avoir oublié. J'ouvre mon sac à main, sortant un mince dossier que j'avais attrapé à mon bureau à domicile en conduisant. J'ai la documentation de chaque dollar dépensé pour cette maison, chaque réparation effectuée, chaque facture fiscale payée. Les yeux de ma mère se plissent. Vous avez cédé votre moitié à ma société il y a 3 ans, lorsque Nolan avait besoin de capital pour son projet de restaurant en difficulté. Père lève enfin les yeux. Jenna s'en est assurée. Jenna? Ma Jenna morale? Notre avocate de famille?
La voix de ma mère monte d'une octave. Mon avocate maintenant, je corrige. Depuis 5 ans. 15 minutes plus tard, en retournant à ma voiture, les mains tremblantes mais les pas fermes. Je me demande si je devrais immédiatement couper tous les liens financiers ou retirer progressivement le soutien pour leur laisser le temps de s'adapter. La justice rapide d'une action immédiate me tente, mais cela ferait-il de moi une personne aussi cruelle qu'eux? Que ferais-tu quand tu découvres que les gens qui devraient t'aimer ne font que t'utiliser? Je démarre le moteur. Le ronronnement silencieux apaisant d'une manière ou d'une autre mon cœur qui bat la chamade. Pour la première fois depuis la réception de cette belle invitation mensongère. Je ressens quelque chose qui ressemble à la paix. Peut-être que le mariage le plus important n'était pas celui de Nolan, mais le mien? Épousant la femme que je suis à la femme que j'ai toujours été capable de devenir. Ce même jour, mon téléphone vibre pour la 5e fois en 1 heure. Encore un cousin à qui je n'ai pas parlé depuis le dernier Thanksgiving, soudainement inquiet pour ma santé mentale. Maman a été occupée. Élise, ma chérie, nous sommes inquiets pour toi. La voix de l'oncle Robert crépite à travers le haut-parleur. Ta mère dit que tu fais des accusations fantaisistes. Je presse le bout de mes doigts contre ma tempe. A-t-elle mentionné qu'ils m'ont envoyé une fausse invitation de mariage avec la mauvaise date? La pause me dit tout. Eh bien, il doit y avoir un malentendu. Pas de malentendu, oncle Robert. Ils ne voulaient pas de moi, alors ils se sont assurés que je ne viendrais pas. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour découvrir que Nolan a publié des photos de mariage en ligne. Entouré de tout ce qui compte. Lis la légende sous une image de nos parents rayonnant flanquant le couple heureux. L'absence que je n'avais jamais remarquée dans les photos de famille auparavant me crie maintenant. Le coup de grâce arrive dans le courrier d'aujourd'hui. Une lettre formelle sur papier à en tête de mon père exigeant la restitution de la maison du lac à ses propriétaires légitimes. Comme si je l'avais volée plutôt que sauvée. Nuit après nuit, je reste éveillée, les photographies étalées sur mon couvre-lit. Les visages souriants me regardent en retour, se moquant de ma naïveté. Avais-je imaginé les moments heureux? Créer de faux souvenirs de connexion là où il n'y avait que tolérance? Le poids de la solitude pèse sur ma poitrine. Plus lourd maintenant sans le prétexte des liens familiaux. Dans un moment de faiblesse, à 3 heures du matin, je tends la main vers mon téléphone, mon pouce planant sur le numéro de ma mère. Peut-être que je réagis de manière excessive. Peut-être qu'une excuse pourrait rétablir la paix. Mais quelle paix? Certainement pas la mienne. Au lieu de cela, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à documenter. Chaque chèque émis pour les échecs commerciaux de Nolan. Chaque transfert couvrant les taxes foncières de la maison. Chaque prêt qui n'a jamais été remboursé. Le tableur grandit, chaque entrée une brique dans le mur que je construis enfin entre nous. Mardi après-midi. Un coup à la porte de mon bureau interrompt ma concentration. Tante Maxine se tient là, tenant 2 sacs en papier de ma charcuterie préférée. Je pensais que tu sauterais peut-être le déjeuner, dit-elle, posant un sandwich sur mon bureau. Elle pose sa main sur mon épaule, ses bagues turquoises captant la lumière. Je suis fière de toi de t'être défendu. Il était temps que quelqu'un dans cette famille ait du courage. Le simple contact me fait presque fondre. La voix de mon assistante parvient par l'interphone avant que je puisse répondre. Mademoiselle Hartman, vos parents sont dans le hall. Ils n'ont pas de rendez-vous. Tante Maxine me serre l'épaule. Voulez-vous que je reste? Je redresse ma colonne vertébrale. Non. Je dois gérer cela moi-même. Quand ils entrent, ma mère produit immédiatement des larmes, son mascara parfaitement intact malgré celle-ci. Comment as-tu pu abandonner ta famille? Nous avons toujours été là pour toi. Père se tient rigide à côté d'elle. La maison est dans notre famille depuis des générations. Tu n'as aucun droit. Il reste debout pendant que je reste assise derrière mon bureau, ne me levant plus pour les accueillir quand ils entrent dans une pièce. Cette maison n'est pas dans notre famille depuis des années. Je dis, ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Vous avez vendu votre moitié à ma société quand vous aviez besoin d'argent pour le projet d'entreprise raté de Nolan.
Les larmes de ma mère s'évaporent. Nous n'avons rien fait de tel. Je retire un document du tiroir de mon bureau. Votre signature est ici même, maman. Avril 2018, lorsque le restaurant de Nolan a fait faillite. Père s'avance. Nous avions supposé qu'une fois les choses arrangées. Vous aviez supposé que je la rendrais sans mentionner le transfert légal? Ou vous aviez supposé que je continuerais à financer la famille tout en étant exclu? Les mots coulent plus facilement maintenant. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas le filet de sécurité de votre famille. J'ai terminé. Pour la première fois de ma vie, ma mère me regarde avec autre chose que de la déception. La peur. Je me suis clairement expliqué. L'interphone sonne. Mademoiselle Hartman, Jenna Morale est là pour votre rendez-vous de 2 heures. Parfait timing. Jenna entre avec son attaché-caisse. Sa présence autoritaire remplissant la pièce. Mais Madame Hartman, je crois que notre réunion est terminée. Elle fait un geste vers la porte avec un professionnalisme habituel. C'est une affaire de famille, siffle ma mère. Ce qui est pourquoi Mademoiselle Morale, mon avocate, s'en occupe, je réponds. Toute communication ultérieure passera par son bureau. Le contraste est frappant, le respect de Jenna, Mademoiselle Hartman, contre le regard dédaigneux de ma mère. Tandis que Jenna les escorte dehors, Père regarde une dernière fois en arrière. La confusion remplaçant sa certitude habituelle. Quand ils sont partis, Jenna revient avec des documents. Prête à officialiser ça? À chaque papier que je signe, ma voix devient plus forte. Ma signature plus assurée. L'avis légal leur donnant 30 jours pour quitter la maison ressemble à la signature d'une déclaration d'indépendance. La signature de votre mère sur cet acte de vente est inébranlable, dit Jenna, triant la paperasse dans son attaché-caisse. Ils n'ont aucune base légale. Alors que je signe le document final, mon téléphone s'allume avec le nom de Nolan, la première fois qu'il appelle depuis des années. Je le regarde sonner, ne me précipitant plus à son appel. Certains appels ne méritent pas d'être répondus. Le lendemain, les documents étalés sur le bureau en acajou poli de Thomas Bedford ressemblent à des plans de bataille. Je signe chacun d'eux avec des traits délibérés, ma signature devenant plus confiante à chaque page. Compte joint clôturé. Préco-signé transféré. Portefeuille d'investissement séparé. Thomas coche des éléments sur sa liste, sa voix portant la cadence mesurée d'un homme qui a vu des fortunes familiales s'effondrer auparavant. Parfait timing aussi. Selon leur emploi du temps, vos parents devraient être à mi-chemin de leur déjeuner au country club à l'heure qu'il est. Je jette un coup d'œil à ma montre, 12h37. Maman sera en train de commander son 2e gin tonic. Papa hochant poliment la tête à n'importe quel cadre retraité qui l'a accosté. La prévisibilité de leur routine est devenue mon avantage stratégique. Et l'ordonnance restrictive, je demande. Faisant glisser le dernier formulaire sur le bureau. Thomas ajuste ses lunettes à monture-fil. Le juge Harriman l'examinera cet après-midi. La documentation est complète. Le harcèlement au travail a un précédent clair. Je pense aux visites impromptues de mes parents, aux scènes dans le hall, aux murmures parmi les collègues. Mes doigts se crispent en un point sous le bureau. J'ai vu des familles détruire des gens, Élise. Thomas ferme son portefeuille en cuir d'un claquement décisif. Tu fais le bon choix. La certitude dans sa voix apaise quelque chose en moi qui tremble depuis des jours. Quand mon téléphone vibre, je m'attends au nom de tante Maxine. Au lieu de cela, le numéro de sécurité du bâtiment s'affiche à l'écran. Mademoiselle Hartman? Il y a une situation dans le hall. Votre frère exige de vous voir. Thomas remarque mon expression et pointe le bouton du téléphone. Je l'appuie. Crée-t-il un incident, je demande, ma voix étonnamment calme. Oui, madame. Le protocole de sécurité exige la documentation de l'incident. Il est très insistant concernant les questions financières. Thomas griffonne une note et me la fait glisser. Cela renforce le dossier de l'ordonnance restrictive. Je ne descends pas, dis-je à l'agent de sécurité. Veuillez suivre les protocoles standards pour les visiteurs non autorisés.
15 minutes plus tard, mon téléphone sonne à nouveau. Un numéro inconnu. Élise ? C'est Kendra. La femme de Nolan. Sa voix vacille. Je suis devant ton immeuble. Je ferme les yeux, me préparant à une autre attaque. J'ai tout vu, continue-t-elle. La façon dont il a agi dans ton hall. Je n'avais aucune idée qu'il pouvait être comme ça. Par la fenêtre. Je l'aperçois debout près de la fontaine, le téléphone pressé à son oreille, les épaules courbées contre la brise printanière. Il m'a dit que tu refusais d'aider pour le mariage ? Que tu étais jalouse de notre bonheur. Sa voix se brise. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas ? Tu n'as même jamais su quand ça se passait. L'aveu plane entre nous. Je suis désolée, murmure-t-elle. J'aurais dû me demander pourquoi tu n'étais pas là. Je la regarde se brosser les cheveux du visage, le diamant à son annulaire captant la lumière du soleil. 3 semaines mariée et découvrant déjà la personne derrière le spectacle. Thomas sort discrètement, me laissant de l'intimité. Quand la porte se ferme, je parle enfin. Pourquoi me dis-tu ça ? Parce que je reconnais le regard sur son visage aujourd'hui. C'est le même que mon père avait quand il menaçait ma mère. Je n'attends pas 30 ans pour admettre ce que je vois. Quand Kendra m'a contacté, je me demandais si je devais maintenir le mur que j'avais construit autour de moi ou permettre à ce petit pont de rester. Quelqu'un si étroitement lié à ma douleur pourrait-il devenir un allié ou était-ce un autre piège que je ne pouvais pas encore voir ? Tante Maxine arrive à mon bureau plus tard cet après-midi. Apportant un vieux porte-documents en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. Je les garde depuis des années, dit-elle, étalant des dossiers contenant des imprimés de mai. Des messages textes et des relevés financiers datant d'une décennie. Ta mère ne croyait jamais à la suppression de quoi que ce soit. Elle pensait qu'elle pourrait en avoir besoin un jour. Je feuillette des pages de correspondance révélant un schéma systématique d'exploitation émotionnelle et financière. Besoin d'argent pour le projet de Nolan. Élise n'aura pas d'objection à co-signer. Dis à Élise que les réparations de la maison sont minimes. Pas besoin de mentionner les problèmes de fondation. Elle vient pour Thanksgiving. Cache le nouveau bateau jusqu'à son départ. Chaque message atterrit comme un coup physique. Jenna, mon avocate, arrive alors que j'en suis à mi-chemin du 2e dossier ce jour-là. Elle scannait plusieurs documents clés, son expression se durcissant. Cela renforce considérablement notre position sur la propriété de la maison, dit-elle. Sélectionnant des emails spécifiques pour ces dossiers. Le juge verra un schéma clair ici. Thomas revient avec la confirmation que des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place sur mes comptes. Ils ne pourront rien accéder, même avec les informations qu'ils ont sur vous. Le lendemain matin, Jenna appelle avec des nouvelles qui me font m'asseoir brusquement dans ma cuisine. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive. Ces mots exacts étaient un schéma clair de harcèlement émotionnel et financier. Ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 pieds de votre lieu de travail ou de votre résidence. Cet après-midi-là, tante Maxine appelle. Ta cousine Rebecca a annulé son jeu de bridge avec ta mère. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas la regarder dans les yeux après ce qu'elle t'a fait. Une par une, les dominos commencent à tomber. Oncle Steven les retire de la rotation des fêtes. La plus vieille amie de grand-mère refuse leur invitation à dîner. La consommation d'alcool de Nolan augmente alors que les rumeurs circulent sur le retour de Kendra chez ses parents. Sa stabilité financière part avec elle. Lorsque l'avis d'expulsion formelle pour la maison arrive chez mes parents, la réalité commence enfin à s'installer. Les conséquences qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles sont venues à échéance. Je passe mon doigt sur le papier à en-tête gaufré de ma société holding. La même société qui a acheté la maison il y a 3 ans, alors qu'ils ne pouvaient plus payer les impôts. La maison qu'ils croient toujours leur appartenir. La vérité a une façon de se révéler, un document à la fois. Une semaine plus tard, le mercredi. Le scintillement familier du soleil matinal sur le granit poli du hall de mon immeuble de bureau est différent aujourd'hui. J'ai franchi ces portes des centaines de fois. Mais jamais tout à fait comme ça, avec les agents de sécurité Stan et Miguel échangeant des regards complices tandis que mes parents entrent derrière le pasteur Williams.
Leurs expressions sont une étude soignée de contrition. Le manteau de cachemire de ma mère pend légèrement de travers sur ses épaules. Ses cheveux normalement parfaits montrent des mèches révélatrices hors de leur place. Père se tient avec une déférence inhabituelle. Ses épaules courbées en avant dans une posture que je n'ai jamais vue auparavant. Le pasteur de la famille marche entre eux, sa Bible serrée contre sa poitrine comme un bouclier. Élise. Le pasteur Williams tend la main, sa voix portant ce ton pratiqué d'autorité douce qu'il utilise pour les visites hospitalières et les services funèbres. Vos parents pensaient que cela pourrait aider d'avoir quelqu'un de neutre présent pour cette conversation. Je ne prends pas sa main. Il n'y a rien de neutre chez quelqu'un qui est à notre table de dîner de Noël depuis 20 ans, pasteur. Ma mère s'avance, sa voix vacillant. Nous avons prié à ce sujet, Élise. À propos de votre comportement récent. Mon comportement? Les mots s'échappent en un rire silencieux qui me surprend même. La maison est dans notre famille depuis des générations. Père parle enfin, son ton de commande habituel remplacé par quelque chose qui ressemble à de l'humilité. Votre grand-père l'a construite de ses propres mains. Le pasteur Williams pose une main douce sur mon bras. Le pardon est divin, Élise. Ils sont toujours tes parents. Il y a des liens qui transcendent les désaccords. Désaccords, je répète. Sentant la chaleur monter dans mon cou. C'est comme ça qu'on appelle la cruauté délibérée maintenant? Pense à ce que les gens à l'église vont dire. Ma mère murmure. Jetant un coup d'œil au salon comme si des membres de la congrégation pouvaient se matérialiser à côté des fougères en pot. Les familles ne devraient pas étaler leurs difficultés en public. La fille Thornton vient de traverser quelque chose de similaire avec ses parents, tout le monde en parle. Je redresse ma colonne vertébrale. Sentant une étrange légèreté se répandre dans ma poitrine. J'ai été promue directrice de stratégie créative, pasteur. L'ont-ils mentionné quand ils vous ont demandé de venir? Ou que mon équipe vient de décrocher le comte Richardson? Le pasteur cligne des yeux, visiblement décontenancé. Ce sont de merveilleuses nouvelles, Élise. Félicitations. Je prends une enveloppe en cuir dans mon portefeuille et en sors deux, les plaçant côte à côte sur le bureau de réception. Ceci est l'invitation au mariage de Nolan que j'ai reçue. Et ceci est la vraie que tante Maxine m'a montrée après. Le pasteur Williams les examine, une confusion plissant son front alors qu'il note les différentes dates. Ils m'ont envoyé la mauvaise date exprès pour que je n'assiste pas au mariage de mon propre frère. Ma voix reste stable, une révélation en soi. Ce n'était pas un malentendu ou un oubli. C'était une exclusion délibérée. Parfois, les familles font des choix difficiles pour maintenir la paix. Le pasteur Williams commence, mais je l'interromps. J'ai passé ma vie à pardonner, pasteur. J'ai tourné l'autre joue si souvent que je tournais en rond. Maintenant, je la dépense à vivre. Je croise son regard directement. M'ont-ils parlé de la maison du lac? Comment j'ai fait les paiements pendant 8 ans pendant qu'ils prétendaient qu'elle leur appartenait toujours? Ou comment ils ont eu besoin d'une aide financière chaque fois que Nolan lance une nouvelle entreprise? Ou peut-être ont-ils mentionné comment ils ont oublié de m'inviter au dîner de Thanksgiving 3 ans de suite, mais se sont souvenus d'appeler quand ils avaient besoin de remplacer leur toit? L'expression du pasteur change, la certitude dans ses yeux vacillant alors qu'il jette un coup d'œil entre mes parents. Élise, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Ma mère intervient. Des larmes se formant au coin de ses yeux. Je me tourne pour lui faire face entièrement, me tenant plus droite que je ne l'ai jamais fait en leur présence. Nomme un sacrifice que tu as fait pour moi qui n'était pas vraiment pour Nolan. Le silence s'étend entre nous, devenant leur réponse. Je prends une enveloppe en papier brun du bureau de réception et la tends à mon père. Ce sont toutes les photos de famille que j'ai gardées. Celles où vous m'avez coupé à moitié ou où je suis un peu à l'écart. Je les gardais en pensant qu'un jour je me sentirais appartenir à ces cadres. Père la prend automatiquement. Ses doigts tremblant légèrement. Je me libère de l'obligation d'être votre fille. Je dis, les mots apportant un afflux d'oxygène inattendu dans mes poumons. Vous êtes libre de prétendre que je n'ai pas d'importance pour vous. Tu ne peux pas simplement cesser d'être une famille, dit ma mère, sa voix montant. Après tout, nous avons sacrifié pour toi.
Tu l'as déjà dit. Je soutiens son regard, attendant toujours un exemple. Stan s'avance de son bureau de sécurité, sa présence un rappel silencieux que cette confrontation a un public. Est-ce que tout va bien ici, mademoiselle Hartman? Oui, Stan, mes visiteurs partaient juste. Ce n'est pas fini, Élise, dit mon père, serrant l'enveloppe de photos. En fait, c'est fini. Je me tourne vers les ascenseurs. Stan vous montrera la sortie. Je ne regarde pas en arrière tandis que les portes de l'ascenseur se ferment derrière moi. Coupant le son des protestations de ma mère. La sensation de légèreté continue de se répandre dans ma poitrine, remplaçant le poids familier que j'ai porté pendant des décennies. 2 semaines plus tard, la nouvelle me parvient par tante Maxine. Nolan a perdu son emploi, son mariage montrant déjà des fissures sous la pression financière. Je ne ressens rien d'autre qu'une pitié distante, comme observer des étrangers à travers une fenêtre striée par la pluie. La première lettre arrive à mon bureau le mardi suivant. L'enveloppe porte l'écriture distinctive de mon père, des majuscules précises avec des bords ornés. Je la pose sur mon bureau à côté de mon café, l'étudiant tandis que la vapeur s'élève entre nous. Mon doigt trace le bord du seau, ne le cassant pas encore. À l'intérieur, il pourrait y avoir plus de manipulation, plus de culpabilité, plus de demandes déguisées en obligations familiales. Ou peut-être quelque chose d'entièrement différent. Je n'ai pas encore décidé de l'ouvrir, et ce choix, je me rends compte, est la chose la plus précieuse que j'ai gagnée. 1 an plus tard, le soleil du matin filtre à travers les fenêtres du sol au plafond de mon bureau de la maison du lac, projetant des motifs dorés sur le parquet. Mes photographies tapissent les murs. Des paysages que j'ai capturés lors de voyages de fin de semaine quand j'ai arrêté d'attendre des invitations qui ne venaient jamais. Pas de portrait de famille ici. Juste des moments qui m'appartiennent uniquement. Mon téléphone sonne, et pour la première fois depuis des années, mes épaules ne se raidissent pas au son. Élise Hartman, je réponds. Calant le téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en arrangeant des notes de présentation. C'est un client potentiel intéressé par mon approche marketing de niche. Tandis que j'explique ma philosophie sur le storytelling de marque authentique, je remarque le calendrier mural derrière mon bureau. Là où les obligations familiales dominaient autrefois les anniversaires que je célébrais seule, les fêtes où j'arrivais en portant des cadeaux et repartais en portant des blessures. Des jalons personnels s'étendent maintenant à travers les mois, semi-marathon en août, atelier de photographie en septembre. Une semaine dans le Montana juste parce que j'ai toujours voulu voir le pays du Big Sky. Quand l'appel se termine, je me penche en arrière dans ma chaise et je respire. La maison du lac qui symbolisait autrefois l'emprise de ma famille sur moi est devenue mon sanctuaire. Le courrier arrive avec son habituel bruissement à travers la fente en laiton. Parmi la correspondance professionnelle se trouve une épaisse enveloppe crème, mon nom écrit en calligraphie fluide. Mon cœur bat la chamade un instant avant de se calmer. Une autre invitation de mariage, ma cousine Rachel cette fois. Je passe mon doigt sur le bord gaufré, me souvenant comment une enveloppe similaire avait autrefois porté une déception si amère. La date semble correcte. La carte RSVP comprend une note manuscrite. Ce ne serait pas pareil sans toi, Élise. S'il te plaît, viens. Pendant un moment, je réfléchis à ce qui est attendu. Ce que la vieille Élise aurait fait. Tout laisser tomber. Trouver le cadeau parfait. Préparer des réponses à des questions intrusives sur mon statut de célibataire et ma vie sans enfant. Au lieu de cela, je vérifie mon calendrier. Le mariage tombe pendant ma retraite de photographie dans le Maine. Je sélectionne une carte de réponse dans le tiroir de mon bureau et j'écris une note sincère expliquant mon absence et leur souhaitant de la joie. J'enverrai un cadeau soigneusement sélectionné. Non pas pour obtenir l'approbation, mais parce que donner me procure du plaisir quand c'est librement choisi. Ce soir-là, tante Maxine arrive la première pour notre dîner. Apportant sa célèbre tarte aux pommes. Thomas apparaît avec une bouteille de vin qu'il gardait pour une occasion spéciale. Jenna arrive en dernière, s'excusant pour le tribunal qui s'est prolongé. Son rire remplissant ma cuisine. Une année, dit Thomas, levant son verre une fois que nous sommes assis autour de ma table à manger. Une année de limite qui ferait pâlir une forteresse d'envie. À trouver la famille et l'amitié,
ajoute tante Maxine, ses yeux se plissant au coin, et à la force de recommencer. Nous trinquons tandis que le rire monte de quelque part profondément en moi. Rouillé mais authentique. Plus tard, après qu'il soit parti, je m'assieds à mon bureau et j'ouvre la dernière lettre de mon père. Contrairement à sa correspondance antérieure remplie de culpabilité et de demandes, celle-ci reconnaît le mal sans chercher l'absolution. Je t'ai échoué, écrit-il simplement. Tu méritais mieux. Je place la lettre dans une boîte en bois avec les autres, pas affichée fièrement, ni détruite par la colère. Juste reconnue comme faisant partie d'une histoire que je n'ai plus besoin de réécrire. À côté de moi se trouve une brochure pour un programme de mentorat aidant les jeunes femmes à naviguer dans les défis de début de carrière. Mon itinéraire de voyage pour le Portugal. Un voyage en solo dont j'ai rêvé depuis l'université, repose en dessous. Les deux représentent des avenirs construits selon mes termes. Tandis que je ferme la boîte de lettres. Je me demande si la guérison signifie la réconciliation ou simplement la paix avec le passé. La famille est-elle définie par le sang ou par ceux qui traitent votre cœur avec soin? Certains ponts brûlent pour une raison tandis que d'autres peuvent être reconstruits plus forts qu'avant. Que choisiriez-vous? Le confort de ce qui est familier ou la promesse de ce qui pourrait être?